Allez, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette analyse détaillée d'une étude vraiment pionnière. En 1994, donc bien avant l'explosion de l'apprentissage profond moderne, un chercheur nommé Carl Sims a publié un article complètement fascinant intitulé « Évolution de créatures virtuelles ». Et franchement, c'était révolutionnaire. L'idée, ce n'était pas juste de dessiner des animations en 3D, mais carrément de laisser une forme d'évolution artificielle prendre le volant pour concevoir de A à Z le corps et le cerveau de créatures numériques. C'est une plongée hallucinante dans la façon dont des règles ultra simples peuvent engendrer une complexité dingue. Au menu de notre exploration scientifique d'aujourd'hui, on a 5 grandes étapes. D'abord, le compromis de la complexité, ensuite la conception d'un ADN numérique, puis on parlera cerveau et corps virtuel, la fameuse survie du plus apte, et on finira en beauté avec la vie artificielle émergente. C'est parti! Section 1, le compromis de la complexité. Le point de départ de toute cette recherche, c'est en fait un problème super tenace en animation 3D et en modélisation physique. C'est une sorte de lutte constante, un vrai tir à la corde épuisant entre la précision du design humain d'un côté et le réalisme du mouvement de l'autre. D'un côté, on a ce qu'on appelle le contrôle cinématique. Imaginons devoir animer une marionnette fil par fil. On décide exactement des angles de chaque petite articulation. Alors oui, c'est hyper précis, mais le résultat manque souvent cruellement de naturel. Ça a l'air physiquement invraisemblable. Et puis, de l'autre côté, il y a la stimulation dynamique. Là, on applique des forces, des torsions et on croise les doigts en laissant le moteur physique faire le reste. C'est ultra réaliste, mais c'est un cauchemar absolu à contrôler. Écrire à la main l'algorithme capable de coordonner toutes ces forces pour faire marcher un modèle complexe, c'est un travail de titan. Surtout que, à chaque nouvelle créature, à chaque nouveau mouvement, il faudrait tout recommencer à zéro. Pas très pratique. Et c'est exactement là que l'article propose une solution de contournement absolument géniale. Pourquoi s'arracher les cheveux à tout concevoir manuellement alors que la nature a déjà résolu ce problème depuis des millions d'années? L'astuce, c'est d'utiliser un algorithme génétique. En gros, c'est une forme d'évolution artificielle, une technique qui permet de générer automatiquement toute cette complexité sans qu'un pauvre humain n'ait à coder chaque paramètre à la main. C'est littéralement un code de triche biologique appliqué à l'informatique. Passons à la section 2. Concevoir un ADN numérique. Parce que oui, pour que cette évolution artificielle puisse opérer, il faut d'abord créer un langage génétique. C'est un peu comme monter un laboratoire virtuel où le code imiterait les briques de base de la biologie. Le concept clé pour comprendre tout ça, c'est le génotype. Dans notre petite boîte de pétri informatique, ce génotype, ce n'est pas juste une ligne ennuyeuse de 0 et de 1. Non, ça prend la forme de graphes orientés. Concrètement, c'est un véritable ADN numérique. Il contient absolument toutes les instructions de développement, la forme des parties rigides de la créature, les limites de ses articulations et même toute la structure de son système nerveux. Tout est là. Et juste en face, on a le phénotype. C'est le résultat final, l'expression physique tangible de toutes ces instructions. C'est ce moment un peu magique où le fameux graphe abstrait du génotype prend vie et s'épanouit pour devenir un vrai corps en 3D, tout articulé et prêt à se frotter à son environnement virtuel. La vraie beauté de ces graphes orientés, c'est leur capacité incroyable à produire une croissance récursive. Le système va lire le graphe et fabriquer les parties du corps en partant d'une racine, mais attention, le truc génial, c'est que le graphe peut boucler sur lui-même. Du coup, ça permet de copier automatiquement des structures, de créer des segments multiples ou de rajouter des bras ou des jambes de façon fractale, et tout ça sans qu'aucun humain ne décide de la forme finale. C'est de l'auto-assemblage à l'état pur. Allez, section 3. Cerveau et corps virtuel. C'est le moment d'enfiler notre blouse de savant fou. C'est bien beau d'avoir des blocs géométriques, mais pour qu'ils s'animent, il faut leur donner une étincelle de vie. Il faut leur greffer un système nerveux pour qu'ils puissent interagir avec le monde. Pour percevoir ce qui les entoure, nos petites créatures reçoivent 3 types de capteurs. En 1, des capteurs proprioceptifs, un grand mot pour dire qu'ils sentent l'angle de leurs propres articulations. En 2, des capteurs de contact sur chaque face de leur corps, histoire de savoir s'ils touchent le sol ou s'ils se touchent eux-mêmes. Et en 3, des photorécepteurs. Ce sont de tout petits yeux rudimentaires, juste capables de repérer d'où vient une source lumineuse. Mais comment cette perception se transforme en mouvement? Eh bien, c'est un cycle ininterrompu. Les données des capteurs sont envoyées vers des neurones internes. Sauf que ce cerveau, il ressemble bien plus à un programme informatique de flux de données qu'à un réseau de neurones classiques. Ces neurones font des maths, des additions, des divisions, de la trigonométrie. Ils retiennent même des états en mémoire. Et le résultat de ces petits calculs, ça déclenche les effecteurs. Ces effecteurs, ce sont les muscles virtuels qui vont appliquer des forces sur les articulations pour faire bouger la bête. Section 4, la survie du plus apte. Maintenant qu'on a des créatures avec un corps et un cerveau connectés, il est temps de les soumettre à l'épreuve ultime.
Place à la boucle évolutive impitoyable de la simulation physique. Le cycle de cet algorithme génétique, il est rapide et sans aucune pitié. Étape 1, on génère les créatures. Étape 2, on les jette dans une arène virtuelle où elles doivent réussir une tâche précise en un temps record. L'étape 3 est un peu brutale, on ne va pas se mentir. Celles qui échouent sont purement et simplement effacées de l'existence. Et l'étape 4, c'est la récompense. Les gagnantes ont le droit de se reproduire pour créer la génération suivante. Pour donner un ordre de grandeur de cette sélection naturelle virtuelle, une expérience typique mettait en jeu une population de 300 créatures. Et le ratio de survie n'était que d'1/5. Autrement dit, à chaque génération, seule l'élite absolue, les 20% les plus performants, avait le privilège incroyable de transmettre son précieux code génétique. Et alors, comment ces survivants se reproduisent-ils ? Eh bien, ils mélangent et font muter leur fameux graphe orienté. On a 2 grandes méthodes de reproduction au programme. Le croisement, où de gros morceaux de code génétique sont échangés entre 2 parents, un peu comme un troc, et la greffe, où un nœud spécifique d'un parent vient se greffer directement sur l'autre. Le résultat, une toute nouvelle génération qui ressemble à ses parents, mais avec des modifications totalement aléatoires. C'est exactement comme ça qu'apparaissent des caractéristiques inédites et parfois franchement bizarres. Il est fascinant de voir comment ces évaluations rigoureuses d'aptitude étaient configurées. On veut qu'une créature apprenne à nager, on coupe la gravité et on ajoute de la viscosité. On veut qu'elle marche, on remet la gravité et on ajoute du frottement au sol. Mais attention, le truc absolument crucial ici, c'est la rigueur implacable du moteur physique. S'il y a la moindre faille mathématique dans la simulation qui permettrait de générer de l'énergie gratuitement, ces créatures évolutives finiront forcément par la trouver et l'exploiter pour tricher. L'environnement doit donc être totalement infaillible. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la section 5, vie artificielle émergente. Regardons un peu les résultats de cette expérience, parce que c'est vraiment là que la magie du non scénarisé devient spectaculaire et parfois complètement loufoque. Ce qui est dingue, c'est de voir comment un objectif hyper simple, du genre « déplace-toi le plus loin possible », a pu donner naissance à des solutions d'une inventivité absolue. Des stratégies que des ingénieurs humains auraient eu un mal fou à imaginer. L'évolution a inventé toute seule la nage sinusoïdale en créant des serpents d'eau à plusieurs segments. Et sur la terre ferme, certaines créatures ont carrément découvert qu'elles pouvaient avancer plus vite en s'appuyant uniquement sur les arêtes ou les coins géométriques de leur propre corps. Incroyable, non ? L'article regorge d'anecdotes géniales sur ces drôles de stratégies de locomotion. On y voit des créatures qui avancent en poussant et en tirant à la manière d'une chenille, d'autres se dressent et se mettent à bondir frénétiquement partout grâce à des bras articulés. Mais le summum du comique reste cette solution trouvée par certaines bêtes, agiter frénétiquement un seul et unique appendice dans les airs pour utiliser l'inertie du balancier et basculer vers l'avant à une vitesse folle. Ça ne ressemble à rien de naturel, mais dans cette arène virtuelle, c'était d'une efficacité redoutable. Et c'est ce qui nous pousse vers la conclusion un peu philosophique de Carl Sims. En examinant de près le cerveau de ces créatures victorieuses, les réseaux de neurones générés ressemblaient à d'immenses plats de spaghettis mathématiques. C'était totalement indéchiffrable. L'évolution artificielle repousse complètement nos limites humaines de conception. Elle est capable de bâtir des systèmes ultra performants dont la complexité nous échappe totalement. Ce qui nous laisse sur une réflexion finale assez vertigineuse. Si l'on veut un jour atteindre des comportements véritablement intelligents et briser les plafonds de verre de notre propre ingénierie, va-t-il falloir accepter de lâcher le volant ? Faudra-t-il un jour confier les clés de l'intelligence artificielle au chaos totalement incontrôlable et créateur de l'évolution ? C'est une question qui résonne avec encore plus de force aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des créatures virtuelles de 1994, une preuve éclatante que la complexité au final n'a pas toujours besoin d'un architecte.